Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue. Bienvenue sur H-Live dans cette émission que vous connaissez maintenant par cœur. C'est votre émission Transparence, l'émission dans laquelle on essaie de savoir ce qui se passe chez nous, de comprendre ce qui se passe. Et pour cela, on essaie de trouver les bonnes personnes, les personnes qui ont les informations, qui sont également prêtes à les partager avec nous et essayer de faire ça dans le bon sens et surtout dans la bonne humeur. Donc, pour cela, on a fait appel à quelqu'un que vous connaissez sans doute. Si vous ne le connaissez pas de vue, vous avez sûrement entendu parler de lui, c'est sûr. Il s'agit de, comment je pourrais dire ça, de Monsieur François Annick Joseph, qui est en fait un ancien sénateur, qui est un ancien prêtre, mais qui est aujourd'hui notre ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Pradel, bonjour à toute l'équipe de H-Live, bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs de la diaspora haïtienne de France. Merci pour l'invitation. Alors, qu'est-ce qui nous vaut votre visite à Paris, en France? Je sais qu'en général, vous vous déplacez, surtout les ministres, les autorités haïtiennes, vous vous déplacez vraiment quand il y a quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'il y a de particulier qui nous vaut votre visite aujourd'hui? Oui, moi, je dois rappeler aux membres de la communauté haïtienne de France qu'il y a une collaboration entre les collectivités territoriales de France et les collectivités territoriales d'Haïti. Et il y a ce qu'on appelle la coopération décentralisée des collectivités territoriales de France qui sont en contact direct avec des collectivités territoriales haïtiennes. Et cela dure déjà depuis de très longues années. Par exemple, pour certains cas, ça fait déjà 30 ans que ces collectivités sont en... Je pense particulièrement à la commune de Dessalines, qui est en jumelage, en coopération décentralisée, dans une relation de coopération décentralisée avec la région de Savoie. Vous parlez de la commune de Marchand-Dessalines? La commune de Dessalines, oui. Okay. Qui est en... Pourquoi vous ne dites pas Marchand? Ah bien, justement, les habitants de Dessalines préfèrent aujourd'hui parler de Dessalines-Ville au lieu de Marchand. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont tendance à faire passer Marchand au second, je ne sais pas trop, 5e ou 10e blanc. Mais Marchand n'est pas trop utilisé aujourd'hui, donc on préfère parler de ville de Dessalines ou Dessalines-Ville. Donc c'est pour ça que je parle de la commune de Dessalines, pour rester en synchronie avec la population de Dessalines. Donc c'est ça, il y a des relations de coopération décentralisée qui durent déjà depuis environ 30 ans. Mais ce qui arrive, c'est que l'administration centrale d'État est tenue en dehors de tout ça. Et maintenant qu'on s'est tourné vers, parce que la décentralisation, ça a un sens pour nous, particulièrement pour le président de la République et moi-même, qui avions travaillé sur le texte de la loi cadre de la décentralisation et de la déconcentration. Nous avions produit ce texte, nous l'avions fait voter au Sénat. Bien entendu, il n'a jamais été voté à la Chambre des députés, mais le texte a été voté au Sénat depuis avril 2013. Donc, on est un peu dans la dynamique de décentralisation. Et maintenant que le sénateur Jocelyn Privert est devenu président de la République et le sénateur François Annick Joseph est devenu ministre de l'Intérieur, vous comprenez bien qu'il y a une nouvelle impulsion qui est donnée à la question de la décentralisation. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à la formation d'agents municipaux et pour qu'il y ait une administration municipale décentralisée, il faut que les agents soient formés et qu'ils connaissent leur métier et puis qu'il y ait la possibilité de continuer au-delà du mandat d'un maire ou d'un conseil municipal. Parce que ce qui arrive en Haïti, c'est que à chaque renouvellement du conseil municipal, le nouveau conseil, il révoque tout le monde, il renvoie tout le monde et vient avec de nouveaux employés. Nous avions... Pas seulement au niveau municipal. Oui, c'est pas seulement au niveau municipal, mais au niveau municipal, c'est encore plus aigu. Et donc, au niveau municipal, ça dérange beaucoup plus.
parce que chaque fois, on est obligé de recommencer. Au niveau de l'administration centrale d'État, par exemple, il y a des gens qui... Les ministres peuvent partir. Les ministres viennent et s'en vont, mais il y a l'administration qui reste. Le personnel politique peut changer au niveau de l'administration centrale d'État, mais le personnel technico-administratif, ça reste. Donc vous avez fait des rencontres. Alors qu'au niveau des municipalités, ce qui arrive, c'est que quand le personnel politique change, le personnel technico-administratif change également. Donc on avait voulu arrêter cette saignée. Donc pour cela, depuis l'installation des nouveaux maires, du moins déjà avant l'installation des nouveaux maires, nous avions fait sortir une note circulaire pour demander aux maires de ne pas toucher. Il y a la loi qui interdit ça d'ailleurs, de ne pas toucher au personnel technico-administratif des mairies, des municipalités. Donc, dans le cadre du maintien et du renforcement de ce personnel technico-administratif, nous avions investi beaucoup de ressources dans la formation des agents municipaux. Nous voulons qu'il existe effectivement un corps de métiers municipaux. Et dans le cadre de ce renforcement, de cette formation et de ce renforcement, nous avions eu un accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale de France pour aider à la formation des agents municipaux. Donc, il y a eu un premier accord qui est arrivé à expiration déjà depuis 2012, mais qui n'a pas été renouvelé. Ma présence ici était justifiée par la signature d'un protocole d'accord entre le ministère de l'Intérieur de la République d'Haïti et le Centre national de la fonction publique territoriale de France. Donc, pour qu'on puisse continuer avec la formation de ce corps de métiers municipaux en Haïti. Et concrètement, qu'est-ce que ça va donner cet accord ? Et concrètement, il y aura, c'est un accord cadre, ce qu'on a signé hier. Et il y aura d'autres petits accords rendant opérationnel l'accord cadre. C'est-à-dire, dans certains cas, il y aura la formation. Dans d'autres cas, des programmes d'intervention au niveau des communes. Pour cela, à chaque fois, il faut qu'il y ait un autre accord. Par exemple, s'il s'agit de la formation, le financement pour la formation, ça va être une chose. Et maintenant, il va falloir que l'on signe à nouveau un autre accord dans le cadre de ce protocole d'accord global, de l'accord cadre. On va signer un autre accord rendant opérationnelle la question de la formation. Et supposons que, comme par exemple, c'est le cas dans la zone nord-est du pays, il faut construire ce centre de tri et de compostage des déchets solides. Donc là encore, il faudra un autre petit accord. L'accord qu'on a signé là, c'est un accord cadre qui englobe tout ça. Mais concrètement, toutes les municipalités auront à définir, particulièrement dans le cadre des plans communaux de développement, ils définiront leurs priorités, ils disent ce qu'ils veulent faire en termes de développement de leur collectivité spécifique. Et maintenant, le ministère de l'Intérieur les accompagne dans le cadre de leurs propres plans communaux de développement. S'ils veulent faire ceci, on étudie ensemble, on voit est-ce que cela est approprié? Est-ce que c'est la chose appropriée à faire? Est-ce qu'on a les ressources adéquates pour le faire? Et ensuite, on avance. Et quand on avance, quand on décide d'avancer, si c'est le Centre national de la fonction publique territoriale de France qui doit intervenir, on signe un autre accord pour qu'on avance dans la direction décidée. Alors, on l'a dit effectivement en prélude, vous êtes prêtre, en tout cas vous étiez prêtre. Comment on fait pour passer de la prêtrise à la politique? Est-ce que c'est quelque chose qui était évident? Mais il y a un seul facteur qui lie les deux, le service. Une petite explication? Le prêtre, il est là pour servir. L'homme d'État ou la femme d'État est également là pour servir. Donc, le service.
service. Donc, vous considérez qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de dysfonctionnement entre les deux. N'importe quel prêtre peut devenir, enfin, n'importe quel prêtre. Un prêtre peut éventuellement devenir politicien à tout moment, comme on a eu le prêtre Aristide qui est devenu président. Là, vous êtes devenu ministre, peut-être président un jour, on ne sait pas. C'est quelque chose auquel on doit s'attendre le plus souvent possible, ou bien... Et ça dépend de l'expérience personnelle de chaque prêtre. Et à partir de cette expérience, on peut décider de porter le service que l'on donne à la... Par exemple, même mes études, les études que j'ai faites, elles ont été inspirées par cette question, cette histoire de service. Donc, je me rappelle quand je suis retourné en Haïti en 1996, et je venais de terminer des études de psychothérapie à New York. Et quand je suis arrivé, j'étais totalement disposé à servir comme psychothérapeute. Mais sur le terrain, je me suis rendu compte rapidement que j'aurais été beaucoup plus utile comme sociologue que comme psychothérapeute. Et là, je suis reparti aux États-Unis pour faire des études de sociologie. Donc, et d'ailleurs, vous êtes professeur de sociologie à l'UPAG. Et j'étais à l'UPAG. Maintenant, je suis à la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti. Ok. Et parlez-nous un petit peu de votre expérience au Sénat, puisque vous étiez sénateur il n'y a pas très longtemps. Et est-ce que vous considérez que tous les gens qui sont au Sénat sont intellectuellement qualifiés, ou bien vous pensez qu'il y a des lacunes quelque part? Je me garderai de me prononcer sur ça parce qu'ils ne sont pas mes étudiants. Donc, pour mes étudiants, bien que vous ayez un de vos étudiants qui soit député. Il me semble. Oui, il y en a qui étaient devenus députés et il y en a qui sont devenus maires également. Donc ils sont un peu partout dans l'administration publique et dans le personnel politique de l'État haïtien. Donc ils sont un peu partout. Pourtant, vous estimez que ces jeunes ne sont pas encore suffisamment expérimentés pour faire l'expérience de telles fonctions. Pour qu'ils soient expérimentés, il faut qu'ils fassent l'expérience. Donc, et à un certain moment, et si on regarde mon cabinet comme ministre, on n'y trouvera que des jeunes. Et certainement, ils font des erreurs, mais ils ont droit à l'erreur. Ils ont droit à l'erreur. S'ils n'en font pas, comment apprendront-ils jamais? Et quand ils font des erreurs, moi, je les appelle à mon bureau. Ils viennent et je leur dis, tu vois, tu as fait ceci ou cela et je ne sais pas. Si tu m'expliques, je vais essayer de comprendre. Mais si tu m'expliques pourquoi tu as fait ceci ou cela et quelle était la logique derrière tout ça. Et quand ils m'expliquent, je leur dis, et moi, à ta place, j'aurais fait d'une autre manière parce que j'ai eu cette expérience avant qui me permet de comprendre que si je fais comme ça, c'est mieux. Donc, eux, ils apprennent de mon expérience, mais ils font leur propre expérience. Et j'essaie de les aider, de les guider pour qu'ils apprennent quelque chose à partir de leur propre expérience. Alors, il faut savoir que le Parlement haïtien, c'est quand même une vitrine du pays. Donc, quand on a des gens qui ne sont pas qualifiés, et c'est un petit peu gênant. D'ailleurs, on sait que vous faites partie des plus influents du Parlement, des gens qui sont les mieux qualifiés. Est-ce qu'il n'y a pas une petite cellule de formation interne existant au Parlement pour permettre justement à ceux, que ce soit députés ou sénateurs, qui ont quelques lacunes, pour justement essayer de les mettre à jour? Ça n'existe pas? Ou bien c'est pas quelque chose auquel vous avez pensé? Ça existe jusque dans un certain niveau. Par exemple, quand on vient d'arriver au Sénat de la République ou à la Chambre des députés, on n'est pas nécessairement un maître dans l'art du protocole. Il y a certaines choses qu'on ne maîtrise pas. Donc cela, on vous l'apprend carrément. Donc, mais il y a d'autres choses. Ça dépend de la personne. Elle doit pouvoir être en mesure de juger si elle a les outils requis pour faire son travail ou si elle ne les a pas. Donc,
Je n'arrête pas de me former moi-même. Je ne crois pas que je suis formé une fois pour toutes. Je n'arrête pas de me former. J'apprends des plus jeunes, j'apprends des plus vieux, j'apprends de ceux de ma génération, j'apprends de tout le monde, j'apprends de n'importe qui. Parce que je crois que, et c'est pour ça que je suis dans la politique également, parce que la politique, c'est l'affaire des humains, c'est une science humaine. Et pour faire de la politique, il faut aimer les humains. Il faut les aimer. Et quand on les aime, on leur apprend des choses, on apprend d'eux. C'est ce que je dis toujours à mes étudiants. Je leur dis que je suis là avec vous pour une aventure. Dans cette aventure, je serai à la fois professeur et étudiant, tout comme vous, vous serez à la fois étudiant et professeur. Parce que j'apprendrai de vous, tout comme vous apprendrez de moi. Donc, et cela, c'est dans la vie concrète, c'est dans la vie de chaque jour que j'apprends des autres et les autres également, ils apprennent de moi, bien entendu, s'ils le veulent. Mais moi, comme je le veux toujours, j'apprends des autres. Et le sénateur ou le député qui arrive, c'est à lui de savoir s'il a les outils requis pour sa fonction de sénateur ou de député. S'il ne les a pas, qu'il apprenne des autres sénateurs, qu'il apprenne des autres députés, qu'il apprenne des autres fonctionnaires du Parlement, qu'il apprenne de n'importe quoi. Parce que j'ai eu la chance d'avoir des rencontres, parce que j'étais président de la section haïtienne de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et à ce titre, j'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer des parlementaires d'autres pays francophones, d'Afrique et d'autres régions du pays, de l'Europe, comme on était pratiquement le seul pays indépendant francophone de l'Amérique, certainement le Québec ou le Canada veulent partager avec nous ce titre de pays francophone. Donc, dans cette fonction, j'ai rencontré des gens, mais j'ai appris beaucoup de choses d'eux. Par exemple, j'ai élaboré un manuel d'éthique à l'attention des sénateurs. Mais j'ai dû apprendre de sénateurs que j'ai rencontrés qui viennent de la Louisiane, qui viennent du New Hampshire aux États-Unis, de sénateurs qui viennent de la province du Québec, de la Colombie-Britannique au Canada, de sénateurs, de parlementaires de la Roumanie, du Luxembourg. Donc j'ai dû apprendre de leurs expériences comme parlementaires, et à partir de ce qu'ils vivent chez eux, j'ai cru comprendre qu'il aurait été idéal que l'on vive la même chose chez nous. Donc, j'ai élaboré ce manuel d'éthique qui n'a jamais été ratifié, certainement, par le Sénat haïtien, mais je crois qu'on doit arriver là, à un certain moment, qu'il faut qu'il y ait ce manuel d'éthique. Mais tout cela, c'est parce que je me suis mis à apprendre des autres. Donc, et est-ce que les sénateurs ou les députés, ils ont les outils, et toutes sortes d'outils, bien entendu, les outils intellectuels requis? Ça, je refuse de me prononcer là-dessus. Et est-ce qu'ils doivent aller chercher et élargir le champ de leur savoir? Oui, tout le monde. Ça vaut autant pour moi que pour les autres. Donc, effectivement, je pense que tout le monde a droit au savoir et tout le monde devrait essayer d'apprendre, comme on le dit. Hein, et l'école est quotidienne, donc on devrait tout le temps être en train d'apprendre. Vous avez été sénateur OPL de l'Artibonite. Votre mandat devait se terminer au deuxième lundi de janvier 2017, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et vous avez accepté de devenir ministre d'un gouvernement provisoire. Oui. Et est-ce que vous étiez certain qu'au bout des 120 jours, M. Prévert n'aurait pas quitté le pouvoir, ou bien c'est juste parce que vous avez voulu tout simplement servir le pays autrement? Si l'on m'avait demandé de servir pour un jour seulement, je l'aurais fait. Mais vous étiez en train de servir en tant que sénateur. Oui, et vous aviez quand même une échéance assez longue, une année devant vous. Et moi, je vous demande de regarder, depuis que j'ai laissé le Sénat le 1er avril, que s'est-il passé de grand, de beau, de glorieux au Sénat de la République? Peut-être que si vous y étiez, ça serait... Quelles ont été les opportunités de service? Justement, si vous y étiez, peut-être que ça serait passé autrement. Oui, avec des si, on peut mettre Paris en bouteille. Et quelle analyse faites-vous
de la volonté de M. Prévert de ne pas quitter le pouvoir au bout des 120 jours prévus par le contrat quand même qu'il avait signé au début février avec le président de la Chambre basse et M. Martelly. Je ne dirais pas qu'il avait la volonté de ne pas quitter le pouvoir. D'ailleurs, il a manifesté la volonté de partir. Ah oui? Oui, certainement. Il a demandé, c'est lui qui a insisté pour qu'il y ait cette séance en Assemblée nationale. Tout en sachant que cette séance n'aurait jamais lieu. Comment saurait-il que cette séance n'aurait jamais lieu? Et cette séance n'a jamais eu lieu par faute de quorum. Est-ce que c'est lui qui a décidé qu'il n'y aurait pas quorum? Ben, on dit que M. Prévert, c'est quand même un des meilleurs politiciens du pays et il était le président du Sénat et c'est pas n'importe qui. Donc il connaît très bien ses pairs, ses anciens collègues en tout cas, il sait très bien comment ils réagissent et puis il est en contact direct avec eux, il sait si on peut avoir quorum ou pas, non? Là on parle politique. Et pour cela je le félicite. Donc qu'est-ce qu'on doit comprendre? S'il sait comment ces pairs fonctionnent et il fonctionne avec eux de la manière dont ils fonctionnent, donc je le félicite. Et comment voyez-vous les élections qui arrivent? Est-ce que vous soutenez un candidat, puisque vous n'avez pas de candidat à l'OPL, hein, Sauvé Pierre-Étienne, je crois qu'il soutient Jules Célestin. Et quelle est la position de M. François Annick Joseph, qui est quand même un des formateurs de ce parti? Vous formez des gens dans ce parti. Vous êtes un membre influent de l'OPL. Est-ce que vous suivez Sauvé Pierre-Étienne ou bien vous avez votre position? Le ministre de l'Intérieur n'a pas de position. Mais M. Joseph a une position. Et il ne veut pas en parler ici. Sa position doit être sa position privée et il la manifeste derrière l'isoloir. Donc certainement, je vais voter. Comme toujours, je vote. Et je ne suis pas de ceux qui s'abstiennent, parce que moi, je ne crois pas. Et au niveau du Sénat de la République, pour certains cas, je m'abstiens souvent, mais lors des élections, je ne m'abstiens pas. Je vote. Et comme je participe au vote, parce que je crois que si je ne le fais pas, si je ne vote pas, quelqu'un votera pour moi. C'est clair. Quelqu'un votera, il fera un choix, et si ce choix est majoritaire, ce choix me sera imposé, et je devrai vivre avec un choix que je n'aime pas, que je n'apprécie pas, que je n'accepte pas. Au lieu de ça, moi, j'aurais préféré faire un choix, même si mon choix est minoritaire, mais je sais que j'ai fait un choix selon ma conscience, selon mes idéologies, selon mes convictions, selon ce que je crois. Pensez-vous que le choix que vous allez faire le 9 octobre sera minoritaire? Non. Non? Je n'ai pas dit ça. Non, le choix que je vais faire le 9 octobre, j'espère qu'il sera le choix majoritaire. Je peux croire qu'il sera le choix majoritaire, mais si ce n'est pas le cas, je vivrai avec. On va marquer une pause dans un instant, mais juste avant, on reste dans ce petit volet politique. On sait que vous êtes, je ne vais pas dire anti-Lavalas, parce que vous ne l'êtes pas, mais vous êtes plus ou moins anti-Aristide, vous êtes anti-PHTK. Est-ce qu'on peut comprendre que vous n'allez pas voter Jovenel Moïse du fait que vous soyez anti-PHTK? Je ne suis pas anti-Lavalas. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous êtes anti-Aristide, mais pas anti-Lavalas. Je ne suis pas anti-Aristide non plus. Je me souviens, j'ai entendu une interview que vous donniez à quelqu'un où vous avez dit « je suis anti-bêtise ». Je suis anti-bêtise. Et la bêtise, quand elle vient de n'importe qui, je suis anti-bêtise. Et si c'est moi, François Annick Joseph, qui commet la bêtise ou qui adopte la bêtise, je suis contre François Annick Joseph également. Je suis anti-bêtise. On va marquer une pause et on revient dans quelques instants pour continuer avec cette discussion avec notre ministre de l'Intérieur, M. François Annick Joseph, qui est de passage en région parisienne. Surtout, ne vous déplacez pas, vous regardez Transparence. Eh bien, bon retour sur le plateau de Transparence, votre émission que vous avez sur H-Live assez régulièrement, où nous parlons avec des gens intéressants de la communauté ou qui viennent nous visiter, en tout cas des gens qui ont des choses à dire qui nous concernent. Et aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec le ministre de l'Intérieur haïtien, de passage en France, M. François Annick Joseph. En tant que ministre de l'Intérieur, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les attributions du ministère de l'Intérieur? Puisqu'en général, on parle des ministères, mais on ne sait pas exactement quelles sont les attributions de ces différentes instances. En fait, le ministère de l'Intérieur, c'est en quelque sorte le ministère du territoire national. C'est-à-dire
tout ce qui regarde le territoire national nous regarde. En premier plan, la question de la sécurité interne du territoire. Par exemple, l'immigration dépend de nous. Et étant donné que l'immigration de nous sommes la première ligne de défense du territoire, parce que quelqu'un qui vient ou qui sort du pays, c'est d'abord à travers l'immigration que ça passe. Donc, si un mauvais gouvernement vient dans le pays, c'est la faute à nous. Donc, la police nationale est sous votre tutelle? Pas directement, c'est plutôt sous la tutelle du ministère de la Justice, ce qui est en quelque sorte une anomalie des créateurs. Mais c'est justement ce qu'on avait voulu, c'est que le ministère de l'Intérieur était avant un ministère chargé de la répression politique. Donc, les créateurs de la nouvelle démocratie haïtienne, ils avaient voulu éviter ces tares, et nous épargner cet art de la dictature. Et puis, ils voulaient enlever certains pouvoirs au ministère de l'Intérieur, et comme par exemple cette capacité de répression politique. Donc, pour cela, le ministère et la police nationale a été mise sous les ordres du ministère de la Justice. Cependant, le ministre de l'Intérieur est le deuxième vice-président du Conseil supérieur de la police nationale. Quand même, il participe à la gestion de la police nationale. J'ai regardé une vidéo hier soir où vous étiez en train justement d'interpeller l'ancien patron de la police, Godson Aurelius, où vous lui faisiez comprendre que vous pouviez même saisir le tribunal international si toutefois il y avait trop d'exactions. Vous alliez faire analyser les liquides avec lesquels ils aspergeaient le public. Quelle est votre position maintenant par rapport à toutes ces choses, puisque vous êtes quand même ministre maintenant? Vous n'êtes plus parlementaire. Je garde ma position initiale. On est contre l'usage excessif de la force. Et quand on est, surtout pas pour des raisons politiques, certainement il n'y a pas eu de grandes manifestations contre le pouvoir, contre le gouvernement bourgeois. On n'a pas eu à faire l'expérience de ça. Mais il y a eu de petites manifestations. Et, par exemple, une dizaine ou une vingtaine de gens qui font une manifestation soit devant un ministère, par exemple. Et quand cela arrive, on fait des manifestations devant le ministère de l'Intérieur. Moi, je prends plaisir à sortir généralement pour aller voir les manifestants, leur parler, et s'il le faut, les inviter à mon bureau pour une discussion ou bien à la salle de conférence. Et ça, je le fais souvent. Et je vais la voir, je n'appelle pas la police. Ok. Oui. Mais vous ne courez pas de risque dans ce sens? Ah oui, bien, le risque, on en court toujours. Et d'ailleurs, moi, je vis ma vie dangereusement. Et c'est peut-être un choix, mais je ne crois pas que je déteste ce choix. Et donc, pour moi, ce qui importe, c'est quand vous faites confiance aux gens, ils le voient. Ils remarquent ça dans votre relation avec eux. Ils voient que vous leur faites confiance. Et immédiatement, ils vous font confiance également. Donc, quand il y a, par exemple, la semaine dernière, on a eu un groupe de jeunes qui manifestaient. Il s'appelle Opération Jeunesse Révoltée. Donc, le titre, c'est intéressant parce que ce qui m'arrive, moi, c'est que malgré mes 55 ans, je n'ai pas quitté ma jeunesse, ou bien ma jeunesse ne m'a pas quitté. Et je porte encore ces idéaux de jeunes que je défendais et que je portais dans mon adolescence. Par exemple, j'ai commencé la militance politique à l'âge de 17 ans, c'était en avril 1979. Je n'avais que 17 ans quand j'ai commencé la militance politique et j'ai passé toute ma jeunesse dans ça. Donc, vous aviez posé une question tout à l'heure, s'il n'y a pas d'incohérence entre être prêtre et être homme d'État. Donc, vous comprenez que j'ai commencé la politique avant de devenir prêtre. Parce que je suis entré au séminaire à 20 ans.
Et vous aviez été ordonné en 90? En 1990, oui. Mais en 1979, déjà, j'avais commencé la militance politique. Je n'étais pas encore prêtre. Donc, ça veut dire que la prêtrise, elle est venue se greffer sur ma militance politique. Vous êtes connu pour les prises de position assez rigides, en tout cas, puisque je me souviens, en 2013, en octobre 2013, vous avez parlé de hauts fonctionnaires de l'immigration et qu'on avait capturé à l'aéroport de Suriname avec une mallette de 3 millions de dollars quand même. Ils quittaient Haïti pour aller là-bas. Et c'est vous qui avez donné ce chiffre déjà, et puis vous avez dit que c'était quelque chose d'hebdomadaire. Tous les week-ends, vous disiez, il y avait quand même ce genre de choses qui se faisaient. Est-ce que vous pensez que ça se fait encore? Mais où l'ont-ils trouvé? Maintenant, il n'y a pas. Et moi, je vais vous dire une chose. Et quand ce gouvernement est arrivé au pouvoir, et on a trouvé un pays, un État économiquement délabré. Et avec, pour les 4 premiers mois de l'exercice fiscal, un déficit budgétaire de 11,6 milliards de goudes sur un budget de 120 milliards. Sur un budget annuel de 120 milliards, on avait déjà pour le premier tiers de l'exercice un déficit de 11,6 milliards de goudes. Et à noter que, par exemple, un ministère comme celui de l'Agriculture, il avait déjà son budget d'investissement épuisé jusqu'à hauteur de 85%. C'est-à-dire que 85% du budget d'investissement du ministère de l'Agriculture était déjà épuisé pour le premier tiers de l'exercice fiscal. Il y a une rubrique dans le budget qui s'appelle « Autre intervention publique ». Par exemple, je vais vous donner un exemple. Et on va détourner la route nationale numéro 3 qui passe par la ville de Hinche. On ne veut pas que la route passe à l'intérieur de la ville. On détourne autour de la ville et pour cela, la route va passer sur des territoires qui sont des propriétés privées. On doit dédommager ces propriétaires. Puisque cela n'était pas inclus dans le budget de construction de la route, l'État doit dédommager ces individus-là. Mais comment les dédommager? Il faut que ça soit inscrit dans le budget et cette rubrique s'appelle « Autre intervention publique ». Eh bien, ce budget et cette rubrique dans le budget qui s'appelle « Autre intervention publique » avait un crédit annuel de 1,3 milliard de goudes. Et quand on est arrivé, seulement après le premier tiers de l'année de l'exercice fiscal, ce budget était déjà complètement épuisé, mais non seulement complètement épuisé, il y avait déjà un déficit de 300 millions sur cette rubrique seulement. C'est-à-dire, on avait dépensé 1,6 milliard de goudes pour un budget et pour un crédit de 1,3 milliard. Donc, vous êtes en train de me dire, grâce à ce déficit, il n'y aurait plus d'argent pour que les gens puissent partir avec... Je ne suis pas en train de vous dire, grâce à ce déficit, il n'y aura pas de gens. Et je veux vous dire plutôt, grâce à l'intégrité des gens qui forment ce gouvernement, il n'y aura pas de fuite hebdomadaire de capitaux, de ressources et d'État vers d'autres cieux. Et moi, je vous dis également qu'il y a beaucoup plus d'informations concernant ce responsable de l'immigration qui transitait par Kingston. Et alors, on a en quelque sorte confondu Suriname et Kingston. Donc c'était Jamaïque, c'était pas... Kingston, c'est Jamaïque. C'est là qu'on lui a mis la main au collet. Mais l'argent partait de Suriname. Et qu'est-ce que Haïti a à voir là-dedans, non? Qu'est-ce que Haïti a à voir là-dedans? Parce que ça partait de Suriname pour aller à Kingston. Mais c'était un responsable, c'était un haut fonctionnaire haïtien qui transportait. Alors, vous allez me demander également qu'est-ce que M. Désir Bouterse faisait en Haïti presque hebdomadairement, pourquoi il allait si souvent en Haïti. Ben maintenant, je vous le demande. Eh bien, justement, c'est lui le président de Suriname. Vous comprenez que l'argent part de Suriname. Ok, donc il y a des suppositions là. Vous pouvez les appeler des suppositions, mais je sais que par votre formation, vous savez mieux que ça.
On va revenir sur les choses un petit peu plus, entre guillemets, terre à terre. On sait qu'il y a pléthore de partis politiques en Haïti et vous avez, en tout cas vous faites partie, je pense toujours, mais qu'en tant que ministre vous n'êtes pas vraiment dans un parti, mais vous avez fait partie de l'OPL, qui est quand même un des grands partis du pays. Pourquoi pensez-vous qu'il y ait autant de partis politiques? Est-ce que c'est parce que les conditions sont trop légères pour créer un parti politique ou bien qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de partis politiques dans un pays comme Haïti? Bon, on dirait en quelque sorte, on a vécu la dictature et pendant la dictature, le droit à l'organisation c'était banni quand même. On n'avait pas droit à l'organisation, mais quand on a libéré ce droit à l'organisation, tout le monde voulait créer sa propre petite organisation. Et donc on sort d'une extrême à l'autre. Et oui, ça, c'est l'expérience de toutes les formations nationales, de toutes les formations ethniques également. Et la France peut vous en dire long de ça. Avant de devenir la France que vous connaissez actuellement, elle est passée par beaucoup d'étapes. L'Italie, tout près. Et je peux vous en dire également que ça fait pas longtemps que l'Italie est l'Italie. Elle était autre chose avant. Et on est passé par beaucoup d'étapes dans ce qu'on appelle en anglais state formation. Et c'est également ce qui nous arrive. On passe d'un bannissement du droit à l'organisation à un total relâchement, une totale libération du droit à l'organisation. Quand est-ce qu'on va se ressaisir? C'est le processus qui corrige. C'est pas les responsables, c'est le processus qui va corriger. Donc on est en train de corriger en partant de 54 candidats à 27, vous pensez que c'est un progrès? C'est pas nous qui avions réduit de 54 à 24. C'est le système, c'est le fonctionnement régulier. Ils ont remarqué également, les candidats, ils ont remarqué qu'ils n'ont pas d'argent pour financer la campagne électorale. Ce qui est marrant, c'est que le gars qui était dernier, il est toujours là. Oui. On ne sait jamais si l'État va financer. Donc, il sera là. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on organise des élections régulièrement, les partis, les leaders de partis, et les candidats, ils vont finir par comprendre qu'ils n'ont pas pu faire appel au vote de la population, à la sympathie de la population des électeurs, et puis ils arrêteront d'être candidats. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres candidats, mais au bout d'un certain temps, si le processus est régulier et que les élections se tiennent régulièrement, alors on finira par avoir cette lassitude du côté des candidats qui se lasseront d'être candidats. Et puis, on aura beaucoup moins de candidats. Donc, moi, je crois au processus et au processus démocratique. Et je crois que c'est le processus qui doit corriger certaines dérives que l'on observe actuellement. On va terminer dans un instant, mais je dois quand même revenir sur ce point. Vous êtes le patron du ministère de l'Intérieur, vous êtes chargé quand même de la protection civile, je parle même de sécurité, entre guillemets, je ne sais pas si je peux l'utiliser. Oui, on est en train de passer du concept de protection civile qui est beaucoup plus rallié à l'idée de secours, c'est-à-dire quand le malheur arrive, on vole au secours de ceux qui ont été frappés par le malheur. Mais moi, j'essaie, pendant mon passage au ministère de l'Intérieur, de virer ça à rien et d'obtenir ce virage, que l'on passe du concept de protection civile au concept de sécurité civile, c'est-à-dire beaucoup plus axé sur la prévention et la participation communautaire également. Donc, c'est un peu ce que nous faisons. J'ai fait une expérience, pour terminer, il n'y a pas très longtemps en Haïti. Et ça me fait plaisir d'avoir un haut dignitaire du pays pour en parler maintenant. C'est qu'on a des routes nationales. Ces routes nationales sont les seules issues qu'on a pour sortir d'un point, par exemple de Port-au-Prince, pour aller à un autre endroit du pays. Et il se trouve que je devais me rendre à Jérémie. Je suis arrivé à Carrefour-des-Ruisseaux, donc c'est très bien, je continue. Et quelques mètres, même pas, j'y suis pas arrivé, puisque bien avant Chalon, la route était bloquée. Oui. La route était bloquée pendant 2-3 heures. Finalement, j'ai dû rebrousser chemin. Parce qu'on a discuté avec les policiers qui étaient sur place, ils nous ont dit c'est un
c'est le deuxième maire qui a eu une altercation avec le commissariat. Ah, c'est très récent, ça. Ah, c'est très récent, oui, tout à fait. Et du coup, c'était bloqué. Le sud était bloqué. Et la même chose est arrivée avec des gens que j'avais qui étaient sur Port-au-Prince, qui devaient se rendre au Cap-Haïtien, qui prennent la route, ils arrivent à Akaé, c'est bouché. Ouais. Et on se rend compte qu'à n'importe quel moment, n'importe qui peut décider de bloquer ce pays parce que justement, nous n'avons pas d'infrastructure routière. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour avoir je sais pas, des issues entre guillemets, de secours, un palliatif à tout ça? Moi, je vais vous dire une chose, je détourne la question complètement. Haïti, c'est une portion d'île. Et comme telle, notre principale ressource, c'est l'eau. Tout comme l'eau est notre principale menace. Et on était dans la question de la sécurité civile. Et en essayant de prévenir des malheurs qui peuvent s'abattre sur nous, on doit avoir une certaine maîtrise des risques. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, les risques à maîtriser, ce sont les risques hydrométéorologiques. Mais les chances à exploiter également, ce sont les chances hydrauliques. Ce que nous avons, c'est l'eau, comme notre principale ressource. Pourquoi ne pas organiser le trafic maritime? Vous êtes au service maintenant, vous êtes à la charge maintenant. Qu'est-ce que vous avez... Justement, avant que les projets ne soient construits, il y a les idées. Moi, je suis en train d'agiter le débat et d'agiter les idées, de les partager avec les autres pour qu'on arrive à un projet de transport maritime. Donc, certainement, c'est pas ce soir ou demain matin qu'on va me dire « Ah, mon cher, toi, tu as raison, c'est ce qu'il faut faire. » Mais il faut arriver à convaincre les gens que notre principale ressource, c'est l'eau, il faut la mettre à profit. Donc, la mettre à profit, c'est également en organisant le transport maritime en Haïti pour que les gens puissent passer d'un point à un autre. Maintenant, alors ceux qui veulent bloquer la route, ils vont devoir disposer de gros moyens pour bloquer la route de l'eau maritime. Oui. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que vous avez un dernier mot que vous avez envie de dire à nos téléspectateurs, aux téléspectateurs de cette émission Transparence et de cette chaîne haïtienne H-Live? Moi, je dis un grand merci à la communauté haïtienne de France, et surtout celle de la région métropolitaine. Et je crois qu'il y a... C'est pas je crois, je l'ai expérimenté, il y a un très grand intérêt de la diaspora haïtienne pour la patrie mère. Donc, moi, j'aurais bien aimé, puisqu'on était dans le cadre des idées, on propose des idées, on débat ces idées jusqu'à ce qu'elles deviennent projets. Et ces projets deviendront réalisation après. Maintenant, je parlais dernièrement, j'ai eu une rencontre avec l'ancien secrétaire d'État à la production animale, M. Michel Chancy, qui m'a passé des chiffres et j'ai été étonné. Par exemple, le marché bovin en Haïti, qui est un marché de 280 millions de dollars américains, donc je crois que ça pourrait être intéressant comme espace d'investissement pour la diaspora. Et dire que l'élevage bovin n'est pas totalement organisé, structuré en Haïti, c'est quelque chose qui se fait sur le tas. Je dirais que c'est un élevage artisanal. Et si on devait passer au stade industriel, faire un élevage de type industriel en produisant, disons seulement 500 bœufs pour le marché haïtien et peut-être également pour l'exportation. Ça, c'est un appel. Ah oui, c'est un appel. Parce que ce que je veux dire, c'est que la diaspora, globalement, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, et de la Caraïbe, d'Europe, transfère sur Haïti chaque année environ 3 milliards de dollars américains. 3 milliards, c'est plus que toute l'aide internationale. C'est clair. Mais vous savez ce qui arrive avec ces transferts d'argent sur Haïti?
c'est que l'argent ne fait que transiter par Haïti pour retourner vers les pays de départ, d'origine. Pourquoi? Parce qu'on envoie de l'argent à son cousin, à sa tante, à ses parents qui sont en Haïti. Et qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Ils achètent du riz, de l'huile, du pois et des choses pour la consommation. Et ce sont des choses qui ont été importées. Voilà, des choses qui ont été importées, c'est-à-dire que celui qui importe, il a besoin de dollars pour payer ses importations. Et ces dollars, qu'est-ce qu'il fait? Il les achète sur le marché haïtien. Et les dollars qui portent de la diaspora qui rentrent en Haïti, ils sont rapidement achetés et ils retournent vers le pays d'origine. Donc, moi, je dis que la diaspora pourrait faire mieux que ça. Transférer des fonds, c'est bien, mais on peut faire mieux. Faire mieux, c'est investir en Haïti. Et c'est pour ça que je donne un espace, je suggère un espace où on pourrait investir. Par exemple, la production bovine en Haïti. Ça pourrait aider à créer des milliers d'emplois et à rendre disponibles des protéines pour nos enfants avec cette viande de bœuf. Et également, cet argent qu'on investit en Haïti, on serait assuré que cet argent-là reste en Haïti pour produire de la richesse en Haïti. Cette richesse sera éventuellement partagée par des programmes de politique publique qui sortiront en Haïti. Parce que moi, j'ai eu des rencontres avec des instances internationales, par exemple, la Banque mondiale. On a eu beaucoup de rencontres parce que la Banque mondiale a des programmes avec le ministère de l'Intérieur. On a eu beaucoup de rencontres avec les responsables de la Banque mondiale en Haïti. Ils parlent de réduction de la pauvreté. Moi, je ne veux pas de réduction de la pauvreté. Je veux création de richesse. Quand on parle de réduction de la pauvreté, ce qu'on veut nous dire, c'est que la pauvreté, elle sera toujours là, mais on la réduira. Elle sera réduite, mais elle sera toujours là. Je ne veux pas que la pauvreté soit là. Je veux que la richesse soit là. Je veux qu'on crée la richesse. Pas seulement réduire la pauvreté. Ça, c'est trop minimaliste. Je veux pas que seulement on réduise la pauvreté. Il faut plutôt créer la richesse. Et que cette richesse soit redistribuée au niveau du pays pour que Haïti sorte de l'ornière du prisme de la pauvreté pour entrer dans le salon de la richesse. Évidemment, on aurait pu continuer pendant longtemps parce que avec vous, la discussion est toujours très très intéressante. Il y a une question que je voulais vous poser, j'ai pas trop osé la poser, mais je ne sais pas si j'ai 2 minutes encore pour la poser. Cette question, elle est simple. Parmi vos remarques, parmi vos critiques également, quand vous étiez sénateur, vous avez dit que quasiment dans tous les ministères haïtiens, on trouve plein d'étrangers, donc Haïti n'est pas vraiment un pays indépendant, parce que ces étrangers sont là, soit en tant que techniciens, en tant que consultants, etc. Est-ce qu'on ne trouve pas d'étrangers au ministère de l'Intérieur en ce moment? Je ne les ai pas vus depuis que je suis arrivé. Pas du tout. Alors, aucun technicien, aucun consultant. Il y a un organisme dont le ministre de l'Intérieur est membre du conseil d'administration, duquel le ministre de l'Intérieur est membre du conseil. Moi, j'ai vu un étranger, c'est un Français, qui travaille avec cet organisme. Mais c'est un organisme pratiquement qui dépend de la primature. Certainement, le ministre de l'Intérieur est membre du conseil d'administration de cet organisme, mais ça dépend de la primature, ça relève de la primature. J'ai vu vraiment au cours des réunions, j'ai vu qu'il y a un étranger dans cet organisme. Par exemple, on participe également au conseil de la police. Il n'y a pas d'étrangers là. Et il y a des étrangers qui coopèrent avec le ministère de l'Intérieur. Mais ils sont dans leurs entités et nous sommes dans nos entités. Donc, nous n'avons pas de consultants. Nos consultants, ils sont haïtiens. Ils sont... Alors, quand je dis haïtiens, ils peuvent détenir une autre nationalité. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais ce qui nous intéresse, c'est que d'abord, ils sont haïtiens. Suivant l'article 11 de la Constitution, ils sont nés d'un parent, au moins un parent
haïtiens au moment de la naissance. On a signé hier un protocole d'accord, mais c'est avec des étrangers, avec le Centre national de la fonction publique territoriale de France. Mais c'est des étrangers. Mais il n'y en a pas du tout au ministère de l'Intérieur qui soit payé par l'État haïtien. Non. Cependant, on trouve des gens qui sont embauchés dans des programmes hébergés par le ministère de l'Intérieur. Je dis bien des programmes hébergés par le ministère de l'Intérieur et qui sont embauchés par une entité étrangère ou qui sont payés par une entité étrangère. Mais ce n'est pas des étrangers qui sont payés par l'État haïtien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur François Annick Joseph. C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission Transparence sur H-Live. J'espère que nous aurons l'occasion de parler d'autres choses une prochaine fois. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. Merci encore et à très très bientôt. Merci à toute l'équipe de H-Live, merci à la communauté haïtienne de la diaspora, particulièrement la diaspora de France. Merci à chacun et à tous. À bientôt. Voilà, donc c'est une émission qui a été conçue et présentée par Pradel Saint-Fleur. Le réalisateur, c'est notre ami Mika ND. Et puis un grand même des remerciements à l'ambassade d'Haïti, à Louise Mesadu, à Gary Assad, à Venise Fiat, à Nathalie Atou et à toute l'équipe. Encore une fois, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. À bientôt.